Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 23 mai. Judith Lebrun, la coordonnatrice de secondaire en spectacle pour l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous parle du passage du studio d'enregistrement mobile Mixbus Studio, qui était de passage à Carleton-sur-Mer le 15 mai dernier, ainsi que du rendez-vous pan-québécois qui aura lieu du 28 au 30 mai prochain en virtuel. Jacques Bugeaud, l'administrateur du nouveau festival de cerfs-volants de Carleton-sur-Mer, le PIF en l'air, nous informe sur cet nouvel événement. Bernard Babin, le directeur général de la Société Alzheimer en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe sur le déroulement de la 15e édition de la marche pour l'Alzheimer. Et Anna Matos, coordonnatrice en développement social à la MRC Bonaventure, nous explique qu'est-ce que le plan de communauté en développement social de la MRC Bonaventure. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la 15e édition de la Journée de la Gaspésie se tiendra le 3 juin prochain. Pour l'occasion, Vive en Gaspésie et ses partenaires proposent une panoplie d'activités virtuelles, dont un spectacle virtuel le 3 juin dès 19h en direct de sa page Facebook. Pour l'occasion, deux Gaspésiens authentiques, P.A. Méthode et Pascal Barriot, replongeront dans leurs souvenirs de jeunesse et partageront avec nous leur amour pour la Gaspésie. Le spectacle en direct mettra également en vedette les talents gaspésiens. Et cette année, Vive en Gaspésie a choisi de mettre aussi les talents de la diversité de la région. Les communautés anglophones et Micmac ont été impliquées dans l'organisation de l'événement et seront représentées de différentes façons. La programmation complète de la Journée de la Gaspésie est disponible au www.viveengaspésie.com. Afin de permettre aux talents de ces jeunes lauréats de briller dans le contexte actuel, Secondaire en spectacle innove et sillonne les routes du Québec pour capter des performances qui seront diffusées lors du rendez-vous pan-québécois virtuel qui aura lieu du 28 au 30 mai prochain. Le studio d'enregistrement mobile Mixbus Studio était de passage le 15 mai dernier à Carleton-sur-Mer pour un enregistrement en toute sécurité. Judith Lebrun, la coordonnatrice de secondaire en spectacle pour l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous en parle. Bonjour Judith. Bonjour! Puis comment s'est déroulée la rencontre avec le studio d'enregistrement du Mixbus avec les jeunes? C'était vraiment là, wow! On s'est rencontrés dans le fond samedi le 15 mai à Carleton-sur-Mer, là, au bout du camping là, de Carleton, là où il y a le fort. Et le Mixbus s'est installé sur les lieux avec le studio d'enregistrement qui est à l'intérieur du bus, mais sur le dessus, ça se transforme en une scène. Et là, les deux numéros lauréats de nos finales régionales, le numéro Cantalou, interprété par le groupe Irène de C.E. Pouliot de Gaspé, et le numéro Pourquoi tout perdre de Brittany Bugeaud de l'École aux 80 de Bonaventure, le numéro de danse, ont été captés samedi à Carleton par le Mixbus. Donc, le groupe Cantalou, qui est un groupe de musique avec des chanteurs, était sur le dessus du boss, sur la scène. Et Brittany, elle a dansé en avant du boss sur des tapis. Et les numéros ont été captés là, par 2 caméras et un drone. Donc, par la suite, le Mixbus va faire un montage des différentes prises de vue du numéro. Et le numéro sera présenté là, lors des spectacles là, du rendez-vous pan-québécois qui se tiendra du 28 au 30 mai prochain. Brittany, la personne de l'École aux 80 de Bonaventure, son spectacle sera présenté samedi le 29 mai en soirée. Et Cantalou, le numéro de Gaspé, sera présenté dimanche 30 mai en soirée là, lors des spectacles. Donc, c'était vraiment là, tout ça en résumé pour dire que c'était une journée idéale. À Carleton, il faisait vraiment beau et il ne ventait pas. Donc, les captations, là, ça s'est vraiment bien déroulé. Et j'aimerais, là, dans le fond, souligner là, toute l'équipe entourant le Mixbus, le directeur général du rendez-vous pan-québécois qui sera virtuel, mais le directeur général de Laval, celui qui s'occupe du rendez-vous cette année, l'animatrice qui suit le Mixbus pour poser des questions aux jeunes, pour faire des entrevues avec eux, très gentille, très à l'écoute, et les personnes là, du Mixbus. Wow! Comme je disais là, avant de commencer l'enregistrement, là, si on avait réfléchi à une organisation dite idéale avec la situation qu'on vit présentement,
je crois que le scénario serait celui qu'on vit présentement, que les jeunes ont vécu samedi. En tout cas, on dirait qu'il me manque les mots, je sais pas quoi dire, là, c'est super. C'est vraiment le fun. C'est une autre expérience, une expérience plus, je dirais, vidéoclip. Il y aura un montage des différentes prises de vue, mais c'est un rendez-vous virtuel, mais c'est quand même une autre expérience là, de plus à leur bagage là, aux 2 lauréats de cette année. La cérémonie d'ouverture, elle se fait le vendredi, c'est vrai? Oui, exactement. Donc là, on a parlé des lauréats de la finale régionale, mais dans le fond, le rendez-vous pan-québécois secondaire en spectacle 2021, qui était supposé d'être à Laval, se réalise finalement virtuellement. Donc, la cérémonie d'ouverture débute vendredi 28 mai sur l'heure du dîner. Donc, 11h30 à 13h, disponible à toute la population du Québec et je pourrais même dire à l'international, parce que dans le fond, tout le monde, étant donné que c'est virtuel, tout le monde va pouvoir la regarder. On va sur secondaire en spectacle.qc.ca et on clique sur le lien de la cérémonie d'ouverture et on va pouvoir y assister. Il va y avoir des vedettes, il va y avoir présentation des régions participantes, il va y avoir plein de surprises. Et ils ont décidé, étant donné que c'est virtuel, de la réaliser sur l'heure du dîner pour que les jeunes qui sont présents, qui vont dîner à différentes heures ou qu'ils sont dans des classes, ils vont pouvoir le mettre sur écran géant ou la regarder à partir d'un ordinateur. Mais tout le monde va pouvoir voir la cérémonie d'ouverture de cette année, étant donné que c'est virtuel. Et là, par la suite, des formations tout au cours de la fin de semaine disponibles. Toutes les personnes, toute la population peut y assister en tant que spectateur. La différence avec les participants de secondaire spectacle, c'est eux, ils vont avoir la possibilité d'interagir avec le formateur. Mais moi, Judith, je vais pouvoir me présenter à une formation et la regarder sans poser de questions, et la regarder. Donc, c'est des formations en art de la scène disponibles gratuitement à tout le monde. Et en soirée, des spectacles des lauréats des différentes régions disponibles gratuitement, encore là, sur le site de secondaire en spectacle. Donc, cette année, malgré les mesures sanitaires, quoi de mieux que de faire la promotion du programme secondaire en spectacle en le laissant gratuit et accessible à tous. Donc, une belle année pour la promotion, je crois, du programme secondaire en spectacle pour par la suite que les jeunes puissent voir, oh wow, les formations. Et si c'est hot en virtuel, imaginez comment c'est quand on se rend dans une école pour le rendez-vous puis qu'on est 1000 jeunes tous ensemble à faire des formations, à participer à des spectacles. En tout cas, je pense qu'il y a une belle promotion. Puis j'entendais justement pendant les entrevues avec le Mixboss, les jeunes parler de leur expérience, c'était quoi secondaire en spectacle. Puis il y a une des jeunes filles qui avait dit, j'ai commencé à participer à secondaire 3 seulement. Puis elle a dit, j'aurais dû le faire dès le départ en secondaire 1 parce que l'expérience, c'est quelque chose de tout ça, les arts de la scène, l'expérience avec les professionnels et en tout cas, ça l'englobe tout, là, donc c'est vraiment le fun. Là. Alors, c'était un rendez-vous du 28 au 30. Exactement. Tout dans le fond, l'information se retrouve sur le site Internet de secondaire en spectacle, mais j'encourage vraiment les écoles à présenter ça là, dans la cafétéria, sur l'heure du dîner, sur des écrans géants, aux gens d'y aller. Ça va être vraiment intéressant. Vous allez pouvoir assister au spectacle, voir tous les jeunes lauréats là, du Québec. On va voir tous les numéros. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se faire virtuellement et tout ça. Là. C'est une année d'adaptation. Le comité organisateur s'est adapté depuis le jour 1 jusqu'encore aujourd'hui. Il s'adapte aux mesures sanitaires, au confinement, au déconfinement. Donc, je lève mon chapeau à l'équipe organisationnelle en arrière de l'année 2021 parce que ça doit avoir pris beaucoup d'efforts. Un nouvel événement pour petits et grands aura lieu cet été, le Festival de cerf-volant de Carleton-sur-Mer.
Jacques Bugeaud, l'administrateur à l'origine de cet événement, nous informe à ce sujet. Vous êtes en pleine organisation pour un festival du cerf-volant, une première cette année? Oui, en effet, une première édition d'un festival de cerf-volant qui va avoir lieu à Carleton-sur-Mer les 20, 21, 22 août prochains. OK? Ça a commencé, cette histoire-là, parce que c'est le fun de raconter un peu l'histoire. C'est quasiment à cause de la pandémie. OK? Moi, l'été passé, j'ai voulu m'acheter un kayak. J'en ai pas trouvé, il n'y en avait pas. J'ai voulu réparer mon vélo pour l'améliorer, j'ai pas trouvé de pièces. J'ai dit réparons un cerf-volant. J'ai contacté un fournisseur de cerf-volant avec qui je suis devenu ami et je lui ai partagé une petite idée. J'ai dit moi là, j'aimerais ça faire voler des cerfs-volants pour le plaisir et en vendre à ceux qui voudraient bien en acheter. Ben, il dit je vais te fournir un cerf-volant. Mais là, j'ai commencé à faire voler des cerfs-volants et les gens commencent à dire c'est donc bien beau, c'est donc bien le fun, il devrait avoir un événement. Mais j'ai dit organisons-le. Alors, on s'est regroupés, on a cogné à la porte de la ville, ils ont dit bien formez un OBNL. On a formé un OBNL, un organisme à but non lucratif. Puis on est parti à la recherche de financement et on a le vent dans les cerfs-volants. On avance tranquillement avec notre idée, puis ça va très, très bien. Là, il y a plusieurs genres de cerfs-volants, il y a plusieurs sortes. Ah oui, oui. Puis au Festival de cerf-volant, les gens vont pouvoir constater la diversité. Premièrement, là, moi, ce que j'aime, c'est d'être capable de dire aux gens, laissons tomber les idées préconçues. Qu'un cerf-volant, c'est fait pour les enfants, puis c'est fait pour le mois de juillet. Moi, j'en ai fait voler au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, en janvier. Il y a des cerfs-volants, effectivement, pour les enfants. Il y a des cerfs-volants pour les, j'appelle aussi les contemplatifs. Un cerf-volant contemplatif, c'est, par exemple, j'en ai un ici derrière moi, une corde de grand volume, de belles couleurs, on l'accroche, puis on le regarde, puis on prend plaisir à le regarder, OK? Il y a l'autre pour les plus sportifs. On voit les gens qui font du kitesurfing. Le mot kite, c'est un cerf-volant. Donc, les gens font du surf avec traction avec cerf-volant. Et on a ici un cerf-volant que j'ai sur la table, un cerf-volant qu'on appelle de traction, et qui est un cerf-volant à 2 cordes, qui est comme le bébé du grand cerf-volant du kitesurfing. Et c'est un cerf-volant d'entraînement. Les gens vont pouvoir, avec ce cerf-volant-là, apprendre à manipuler, comprendre le vent surtout, OK? Mais aussi, ça se loge dans un petit sac, ça s'accroche sur le vélo, ça s'installe, tu as 2 secondes, tu t'amuses avec ça. Donc, c'est plus sportif, tu as un contrôle dessus 2 cordes. Derrière moi, ici, j'ai un cerf-volant acrobatique. Encore là, 2 cordes, mais d'une forme plutôt triangulaire, forme delta. Alors là, on peut aller vraiment dans des manœuvres qui sont plus sophistiquées. On peut faire des rase-mottes, on peut faire des boucles, et on peut faire différentes choses comme ça. Et les adeptes qui vont de plus en plus sérieusement là-dedans peuvent acquérir un cerf-volant encore plus spécialisé, plus grand format, qui va aller au gros vent, qui va aller au faible vent, parce que chaque cerf-volant a presque son vent. Alors là, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, pour les sportifs. Et aussi, on a un cerf-volant 4 cordes qui va être là aussi. Un cerf-volant 4 cordes, avec les gens, ils peuvent encore faire d'autres manipulations encore plus délicates. Et c'est beau. Donc, on aura tout ça à Carleton. On va avoir des gens, des professionnels du cerf-volant qui vont venir chez nous, qui vont faire voler des cerfs-volants de toutes sortes. On va avoir des cerfs-volants mis à la disposition du public. On va avoir des ateliers pour fabriquer des cerfs-volants pour les enfants. On va avoir une exposition d'un monsieur qui va venir exposer les cerfs-volants, monsieur Jacques Letourneau, originaire de Gaspé, un enseignant à la retraite en art visuel, qui, lui, fabrique ses propres cerfs-volants, c'est-à-dire il les peint à la main, lui. Il peint ses propres cerfs-volants. Donc, chaque cerf-volant est une œuvre unique. On va avoir une petite exposition comme ça. Puis, on va avoir les ateliers, comme je vous disais. On aura une boutique où les gens pourront s'approvisionner en cerfs-volants. Puis, on aura des cerfs-volants aussi de grand format. On va avoir au parc Germain-des-Lauriers, il va avoir l'emplacement principal avec la boutique, les ateliers, les expositions, les démonstrations, les ateliers d'initiation. Mais à partir de la brûlerie du quai, en allant vers ce qu'on appelle la cabane œuf d'or, là, vers le quai là, de Carleton, là, à ce moment-là, il y a d'autres personnes qui vont venir exposer des plus gros cerfs-volants. Ils vont faire voler les plus gros cerfs-volants. Et on s'attend de faire aussi une activité qu'on appelle la pluie de bonbons. Si les vents sont favorables toujours, là, c'est un cerf-volant que tu fais monter avec un petit principe tout simple sur lequel il est fixé comme un contenant avec des petits parachutes, avec des bonbons. Puis avec un moyen, ils font ouvrir ça et les petits parachutes tombent et les enfants peuvent ramasser ça. Oui, c'est ça. Puis autour de ça, ben nous autres, notre événement, on veut qu'il soit quand même une promotion de l'énergie propre qui est le vent.
l'énergie éolienne. Alors, on veut aussi s'affilier avec des organismes qui vont venir, par exemple, peut-être l'association forestière, parler de la forêt, peut-être faire une plantation d'arbres pour compenser pour le carbone et des choses comme ça. On veut vraiment que les gens profitent de cette occasion-là pour aussi promouvoir les avantages de faire attention à son environnement. Puis avec un cerf-volant, c'en est un. On n'a pas d'essence avec ça, on n'a pas de bruit, tu sais. Puis on a vraiment comme tous les goûts, toutes les couleurs, tous les formats, puis tous les styles de personnes. Et on aura même une plage horaire qu'on va réserver aux personnes handicapées. On va avoir une entente avec une organisation qui va venir avec des personnes handicapées. Même s'ils sont dans le fauteuil roulant, on peut attacher un cerf-volant au fauteuil à la limite. T'sais. La personne, elle peut le tenir dans ses mains, puis elle peut vivre ce moment-là. T'sais. Il n'y a pas d'âge pour le cerf-volant. C'est un peu le message qu'on veut passer. T'sais. Un peu démocratiser ça. Là. Mais une personne qui a jamais utilisé ça, qui s'est jamais amusée avec ça, c'est-tu bien compliqué au début? Bien, ça va être intéressant de quelqu'un de venir au festival pour cette raison-là. C'est qu'on va faire de l'initiation sur place. Les gens pourront arriver et s'inscrire. Dire, moi, j'aimerais ça, apprendre à faire voler un 2 cordes. OK? On prend votre nom à 2 heures cet après-midi avec Michel Gagnon. Vous allez avoir un atelier d'initiation. Comment attacher votre cerf-volant? Comment le faire partir, votre cerf-volant? Comprendre la fenêtre devant, puis comment l'atterrir. Déjà, si vous maîtrisez ces petites choses-là, quelques petites manipulations, vous êtes capable d'aller avoir du plaisir en quantité, puis après ça, vous comprenez tranquillement, puis vous essayez d'autres manœuvres, là. Mais c'est assez relativement simple à apprendre. Si la tendance se maintient, si ça va bien, on aura des gens qui vont venir faire des envolées, faire des ballets aériens. Au lieu d'avoir une personne avec un cerf-volant 2 cordes, ils vont peut-être être 3, 4 ou 5 qui vont travailler en chorégraphie. Un peu comme on voit les avions, là, 5 avions qui montent, 2 qui s'en vont à gauche, l'autre qui pique vers le sol. Bien, on peut faire ça avec les cerfs-volants aussi. C'est un monde à découvrir. Puis en terminant, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils aimeraient avoir de l'information supplémentaire, ils vous rejoignent comme... Oui, on vient de justement ouvrir une page Facebook en fin de semaine. Ça s'appelle le Festival de cerf-volant de Carleton-sur-Mer. Et sinon, bien, il y a mon numéro de téléphone qui est 418-759-5449. On peut toujours m'y rejoindre. Et la question piège, qu'est-ce qui arrive s'il y a la pandémie à ce moment-là? Bien, la réponse est toute simple. Il y aura au moins des cerfs-volants dans le ciel. Tu sais, je veux dire, peut-être que si on nous dit qu'il ne peut pas avoir d'atelier, qu'il ne peut pas avoir d'exposition, ben on dira, OK, les gens, vous demeurez loin, petite bulle familiale, vous restez distancés, et nous, les gens, on fait voler des cerfs-volants dans le ciel. Tu sais, à la limite, il y aura ça. Mais je pense qu'avec tout ce que les gens font, on va être correct rendu à la fin d'août. En septembre prochain aura lieu la 15e édition de la Marche pour l'Alzheimer et c'est le temps de s'inscrire pour devenir marcheur élite. Bernard Babin, le directeur général de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe sur le déroulement de cette 15e édition. Et Myriam Parisé, une nouvelle intervenante au sein de la SAGIM, nous informe sur les services qui y sont offerts et maintenus. Bonjour Bernard. Bonjour André. Là, pouvez-vous nous faire un petit retour sur le rallye de la mémoire? Comment ça s'est déroulé? Bien, le rallye de la mémoire, ça a bien été. C'est une de nos activités pré-marche, là, qu'on pourrait appeler, de notre activité de financement. Ça a bien été, là, Gaspésie-les-Îles, on a vendu à peu près, là, près de 400 rallyes. Donc, c'est bon. Puis ça, autant, oui, c'est une activité de financement, mais c'est beaucoup plus une activité qui donne le goût aux gens de le faire parce que ça parle beaucoup des Îles-de-la-Madeleine, ça parle beaucoup de la Gaspésie. Donc, ça fait une belle activité là, pour les gens. Puis, on a annoncé les gagnants là, dernièrement. Il y en avait un peu partout sur le territoire de la Gaspésie. Fait que ça a bien été. C'est toujours un succès et il est beaucoup demandé, là, le rallye. Là, cette année, c'est la 15e édition de la Marche pour l'Alzheimer. Comment ça va se dérouler? Ben oui, 15e édition déjà, c'est notre principale activité de financement. Une activité qui nous demande beaucoup d'énergie, on doit le dire, parce que c'est un financement d'à peu près 150 000 $ qu'on récolte chaque année sur le territoire à partir de nos points de service. Donc, pour la deuxième année, bon, avec la situation qu'on connaît, hein, pas trop de rassemblements, fait que c'est individuel, donc c'est nos marcheurs élites qui sont souvent là depuis plusieurs années, qui s'engagent à ramasser au moins 200 $ dans leur entourage, ça peut être à partir des collègues de travail, tout ça. Et ils font un défi.
Donc, ils font un défi, ça peut être aller faire une marche dans le parc de la Gaspésie. L'année passée, il y a des gens qui ont fait Bonaventure, Port-Daniel en vélo. Ça peut être des plus petits défis, là, dépendamment de la capacité de chaque personne. Ça peut être une marche. Donc, le but, c'est de continuer au niveau des marcheurs élites à récolter leur argent. Puis nous, en même temps, ben, ça nous aide. Tout l'argent qui est récolté permet de bonifier nos services là, dans la communauté. Là, il est encore temps s'il y a des gens qui veulent devenir marcheurs élites. Oui, bien là, absolument. On est vraiment là, dans le recrutement là, depuis quelques semaines. Donc, c'est la première étape, là, le recrutement des marcheurs élites. À chaque année, on a à peu près 200 marcheurs élites sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles. Qu'est-ce qu'on a aimé l'année passée avec la nouvelle formule de la marche, là? Ça nous a permis d'avoir plus de marcheurs élites jeunes qui avaient le goût de participer là, avec un défi. Puis, c'est ça, c'est que eux, les marcheurs élites, lorsqu'ils font leur défi, ils se filment et nous, on fait comme des capsules sur le Facebook de la Société Alzheimer. Donc, on a la chance de voir les défis des gens. Et ça va être pour le mois de septembre. L'activité, là, tous les défis qui vont être faits, on va en faire la promotion durant le mois de septembre. Donc, les gens à la maison qui se posent la question s'ils veulent être marcheurs élites, ils peuvent ramasser leurs 200 $ d'ici au mois de septembre. D'accord. Dans le fond, la totalité des services que vous offrez ici, ils continuent d'être offerts. Oui, c'est ça, mais c'est de façon différente parce que avant les ateliers de réconfort, c'était ici, au point de service, dans le fond, à chaque point de service. Puis maintenant, ben nous, les intervenants et les animatrices, on va à domicile pour offrir des activités de stimulation, vu qu'on n'a pas le droit d'être en grand groupe, là. Fait que, puis on est considéré comme un service essentiel, donc nos services sont jamais arrêtés, puis ont toujours continué. Nous, à la SAGIM, on offre un service d'écoute et soutien pour les personnes atteintes, puis les proches aidants. Nous allons à domicile aussi faire de la stimulation pour offrir du répit aux proches aidants, puis des activités de stimulation pour les personnes atteintes. Ça va selon les intérêts puis les capacités de chaque personne. Nous offrons aussi un programme de musique mémoire. Dans le fond, c'est la location ou le prêt d'un iPod qu'on remet à la personne atteinte, dans le fond, avec la musique qu'elle aime pour que ça l'aide à se remémorer des souvenirs. On offre des prêts de livres, DVD, de la documentation pour personnes atteintes, proches aidants. On a de l'écoute téléphonique puis on répond aux questions de tous et chacun. La MRC de Bonaventure a choisi de positionner l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens comme priorité de son développement global. Anna Matos, coordonnatrice en développement social à la MRC Bonaventure, nous explique le tout premier plan de communauté en développement social de la MRC de Bonaventure. Bonjour Anna. Bon matin André. Bon matin. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi au juste un plan de développement social? À quoi ça sert? Oui, un plan de développement social, il y a peut-être 3 points différents à définir. Qu'est-ce que c'est un plan des communautés en développement social? C'est avant tout une démarche participative qui englobe tous les organismes et organisations qui travaillent dans les services sociaux de notre communauté, donc autant des écoles, des municipalités, des organismes communautaires notamment. Il y a aussi des organisations comme le régime ou les groupes ressources logement au niveau des logements et transports. Donc, en fait, cette démarche-là, c'est une démarche participative, compréhensive, inclusive, qui participe pour voir aux besoins de la population dans tous les types de services sociaux. C'est aussi une planification stratégique parce que ça part de la base, ça part d'un portrait socio-économique de la MRC de Bonaventure, de notre territoire. À partir de là, il y a des enjeux qui ont été identifiés, des objectifs qui ont été donnés, généraux, spécifiques, avec des actions qui répondent à ces objectifs-là, des porteurs d'actions avec des partenaires pour faire ces actions-là. Donc, c'est aussi une planification stratégique.
Parallèlement, ça finit en feuille de route. Ça, c'est un troisième élément de comment définir un plan communauté. On imprime, c'est un plan qui nous permet de vraiment faire un suivi des actions qui sortent sur le terrain pour les besoins d'accompagnement de ces organisations-là pour les mettre en œuvre, ces plans-là. OK. Puis qu'est-ce que ça peut apporter au juste à une MRC? Oui, à quoi ça sert un plan de communauté? Un plan communauté, c'est avant tout le miroir des besoins d'une communauté. Donc, ça sert à répondre de façon le plus terre à terre les besoins de la communauté parce que c'est fait d'une façon, on appelle ça bottom-up, donc ça vient vraiment population, organisme, concertation, et ça vient, on le bâtit ensemble pour voir vraiment aux besoins de la petite enfance, les besoins des enfants, les besoins des jeunes, des aînés, des nouveaux arrivants, les besoins qu'on a en transport, en logement, service de garde. Donc, ça sert à répondre de façon très concrète aux besoins de notre population. Là, il y a une première étape qui a été faite. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? La première étape, il aboutit maintenant en juin de cette année. C'était 18 mois. C'était le premier plan de communauté en développement social. C'est un plan très abondant. Ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Il y a parallèlement, c'est sûr que l'arrivée de la pandémie a fait que certains organismes n'étaient pas en mesure de mettre en place facilement l'action qui était prévue. Donc, il y a eu, c'était quand même dans l'espace où la pandémie a pris beaucoup de place. Par contre, la résilience des organismes a été épatante, de voir à s'adapter, à voir comment ils pouvaient aller de l'avant avec les actions qui étaient prévues. Donc, dans le contexte, c'est comme un grand bravo à tous ces organismes-là qui ont su s'adapter pour continuer à répondre aux besoins à travers les actions qui étaient choisies dans le plan. Cette première étape, ça a débuté quand, au juste? Le premier plan communauté, a commencé le 1er janvier 2019. Et là, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est faire la version, on va dire, 2.0, deuxième plan communauté en développement social, qui en fait, ça ne vient pas faire un nouveau plan communauté comme si le premier n'existait pas. Au contraire, on prend de la base, vu que c'est une planification stratégique, on ne fait pas de planification stratégique à chaque année, c'est quelque chose qui est plus pour un moyen long terme. Donc, on la rafraîchit. Comment? Avec les organisations. Donc, à travers, on travaille beaucoup avec les concertations. Donc, si on voit ça de façon, comment ça monte, il y a la population. Ces organisations-là travaillent pour la population, pour répondre à leurs besoins, mais nous, on travaille avec les concertations où ces organisations-là sont invitées. Donc, on a la concertation petite enfance-famille, une autre concertation pour la jeunesse, concertation pour les aînés, une autre pour la santé mentale. On a aussi des enjeux transversaux, j'ai mentionné tantôt, il va y avoir d'ailleurs une autre concertation probablement prévue aussi au niveau du logement pour notre territoire, vu cet enjeu-là. Donc, à travers ça, ça permet donc que finalement, dans ce 12e plan, on a rafraîchi le premier, on revoit les besoins, est-ce que les besoins sont toujours les mêmes? Y a-t-il d'autres nouveaux besoins qui sont apparus? Et on revient voir si l'objectif qu'on avait, on l'ajuste pour voir si les actions qui sont là répondent bien à l'objectif et on vient avec les organisations en place pour voir qui lève la main pour prendre l'action qui est là définie dans le plan communauté. Donc, ça permet qu'on a rafraîchi notre 12e version du plan communauté. Il vient d'ailleurs d'être adopté officiellement par notre comité territorial en développement social de la MRC de Bonaventure. Hier matin, on a eu une belle rencontre avec eux, ça a été adopté par eux. Ensuite, il y a des étapes qui s'en viennent. Il y a d'ailleurs une journée importante pour notre communauté, que c'est le 27 mai. En matinée, à 9h, on se rencontre, c'est la grande assemblée de partenaires en développement social de la MRC de Bonaventure. Et c'est là où on fait vraiment l'accueil, la célébration officielle de ce nouveau plan de communauté 12e version. Qu'on a pour 3 ans. Donc, cette fois-ci, le plan, c'est 3 ans. Un terme qui permet plus d'avoir une portée beaucoup plus concrète dans les actions parce qu'on leur donne le temps de mûrir ces actions-là aussi.
Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo4 du 23 mai. C'est déjà la dernière émission de la saison, alors nous vous souhaitons à tous un super de bel été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.